merci de m'accueillir pour ce talk show. C'est une première pour moi. Donc, j'espère qu'on va pouvoir passer un bon moment et interagir tous ensemble. Donc, on est là pour parler justement du fait que l'Afrique est l'un des continents qui est le plus sujet aux cyberattaques. Et donc, on va parler de résilience pour pallier justement à cette cybercriminalité. Donc, du coup, on a pu le voir avec l'intelligence artificielle, mobile banking, qui justement se développe. Donc, certes, c'est très bien, mais par contre, forcément, il y a des désagréments. Par rapport à ces désagréments, on sait qu'il y a des problèmes de protection des données, aussi des problèmes de responsabilité à qui ça incombe lorsqu'il y a des préjudices. Donc, on va y répondre petit à petit. Et c'est vrai que moi, je représente Abidjan Zenzi Tech. Et du coup, c'est une association, qui justement favorise l'égalité des genres. On a le hashtag #E4She. Et on veut vraiment promouvoir la femme dans la tech. Donc, c'est très bien qu'on soit entouré de femmes. Et donc, du coup, j'espère que on va pouvoir échanger aussi bien avec les gens dans la salle et puis que vous avez apprécié ce moment. Donc, c'est vrai qu'on a vu qu'en 2024, il y a eu 20% en plus de cyberattaques. On s'est rendu compte que 90% des cyberattaques en Afrique sont dues à l'humain. Donc, je voudrais savoir ce que vous pouvez proposer pour sensibiliser justement face à ces cyberattaques. Je sais pas qui veut prendre la parole. Ouais, c'est un boss lady. Je me lance. Merci beaucoup. Oui, je me présente d'abord. Oui, donc, je suis Gladys Yadam, responsable des affaires publiques senior chez Kaspersky depuis maintenant quelques années. Ma fonction première est d'interagir avec les gouvernements pour les sensibiliser sur la question de la cybersécurité, mais aussi des sujets annexes tels que la protection de l'enfance en ligne, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, la diversité et inclusion. Oui. Sur ce que vous avez évoqué, bien finalement, il est nécessaire de faire de la sensibilisation à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de nos dirigeants, parce que finalement, lorsqu'il s'agit de mettre en place une politique de cybersécurité à l'échelle nationale, cela relève de la volonté politique. Mais il y a également la capacité de mobiliser les organisations de la société civile, telles que Abidjan Zenzi Tech, oui, pour faire écho et d'interagir avec le grand public. Parce que ce que l'on dit souvent, et ce que j'aime répéter, c'est que la cybersécurité, c'est l'affaire de tous, finalement. Alors, moi, je me présente, c'est Maïmouna Touré, directrice générale de Contexte Solutions. Et nous, franchement, on évolue dans ça. C'est qu'on accompagne les entreprises, justement, pour pouvoir prendre les bonnes actions et implémenter des solutions qui vont les accompagner dans la digitalisation. Moi, je pense que hormis la sensibilisation, c'est vraiment le mindset, la perception. Je pense que la cybercriminalité est vue encore comme du digital, de l'IT, ça n'a rien à voir. C'est vraiment dans les petites habitudes qu'on a tous les jours. Les mots de passe qui sont pas encryptés, les données qu'on share avec les gens, la proximité avec l'Internet et dont la manière dont c'est géré. Donc, c'est vraiment toutes ces habitudes-là qui, hormis la sensibilisation, c'est de changer le mindset et la perception de comment on mitige ces cyberattaques-là. Parce que le gouvernement va beau faire, c'est que dans l'implémentation, c'est vraiment l'affaire de tous. Donc, on va plus développer là-dessus, mais moi, je pense que hormis ce point-là, c'est très important de sensibiliser et de voir différemment la problématique. Moi, c'est Yena Kinyamoussouro, je suis commissaire générale adjointe du Cyber Africa Forum. Alors moi, je suis entre deux, donc c'est-à-dire entre à la fois le gouvernement et le secteur privé. On sert en fait de plateforme de rencontre entre le secteur privé, public, société civile, ça inclut tout ça. Et on arrive aujourd'hui en fait à fédérer ces deux parties-là à la même table, parce que à la fois le public prend les décisions qui influent sur le privé, mais c'est le privé en fait qui draine l'innovation sur le public. Donc on va dire c'est une vague qui influe l'un sur l'autre. Maintenant, il est important aujourd'hui en fait d'avoir cette plateforme-là pour discuter, parce que comme je dis, le privé draine l'innovation et c'est la locomotive en fait du secteur. Donc si le privé aujourd'hui est beaucoup trop en avance, le public en fait souvent a du mal à réguler ce que le privé, on va dire, déploie comme innovation, comme activité, et ça devient de la confrontation. Donc nous, on est vraiment dans le dialogue, parce qu'il est important de mettre en place un dialogue, parce que à la fin de la journée, c'est l'utilisateur final en fait qui est la personne qui va consommer la data au quotidien, mais sans forcément se dire qu'il y a un secteur public qui va créer une loi
pour le protéger et un secteur privé qui va en fait challenger cette loi avec son innovation. Donc, il est important d'avoir des plateformes ou des sphères de discussion dans lesquelles on aborde des questions de sensibilisation, on aborde des questions de qu'est-ce que le devenir même de cette data, où est-ce qu'elle est hébergée, etc. et les risques qu'il y a pour ces deux secteurs-là de maîtriser, de sensibiliser et surtout même de se projeter dans le devenir de cette data-là. Donc, c'est un peu l'entre-deux que nous, aujourd'hui, on joue comme rôle. Quand j'ai présenté le sujet, j'ai parlé de cyber-résilience. Est-ce que vous pouvez contextualiser ça, s'il vous plaît? Je vais laisser le privé répondre. D'accord. Alors, je pense que ça part un peu dans tous les sens, mais en termes de résilience, c'est vraiment... je dirais d'abord collaboration pour le privé. Exact. Moi, je pense que c'est primordial. Souvent, on est tiroché de partout, mais on ne collabore pas. Il y a certaines stratégies, même en termes de coûts, qui pouvaient être partagées en termes de stratégie. Parce que à date, je pense que les lois que le gouvernement a mis en place sont pas nécessairement targetées pour le privé. Donc, à nous de peut-être créer une plateforme et qui va forcer un peu la régulation de tout ça. Donc, c'est important pour nous de collaborer, de comprendre les enjeux, de les prioriser en termes de qu'est-ce qui va passer avant quoi. Les cybermenaces qu'on voit, par exemple, si ce sont les données personnelles, si ce sont, par exemple, l'impersonnalisation, voilà, aujourd'hui, on voit beaucoup que il y a une dame qui croit encore en 2025 qu'elle parle à Brad Pitt. Bah, voilà, donc, comment on arrive en priorisation justement à discuter et collaborer ensemble et définir ce qui pourrait pousser justement à la matérialisation des lois qui seront un peu plus strictes et qui vont favoriser un environnement un peu plus voilà cordial. Mais la résilience c'est vraiment dans nos habitudes, dans notre position stratégique et comment justement ce message là il est convey au public aussi en interne. Parce que un autre truc qu'il faut savoir c'est les politiques qu'on a en interne. C'est-à-dire il faut prôner ce qu'on vend. En termes de collaboration, c'est que nous-mêmes, on a des procédures, on a des contrôles, on a de la conformité autour de nos habitudes qui forcent un peu ça. Donc, ça passe en interne en termes de résilience, mais ça passe aussi en externe en termes de collaboration qui, je pense, est vraiment criard sur le marché. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Et pour revenir sur la question de la contextualisation, je pense qu'il faut aussi se poser la question de l'état de la menace. Lorsqu'on réfléchit à ce à quoi fait face le continent africain, mais pas que lui d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a, on fait face à des menaces de plus en plus sophistiquées. Vous avez évoqué l'affaire Brad Pitt. L'affaire Brad Pitt, il y a également eu à Hong Kong une affaire autour d'un CEO qui avait en fait qui a libéré une certaine somme d'argent, presque 25 millions par suite à un deepfake. Donc là on parle franchement d'espèces sonnantes et trébuchantes qui peuvent avoir un impact lourd. En termes de chiffres, nous ce à quoi on est le plus confronté, on se rend compte que sur le continent africain, il y a une exposition de plus en plus prégnante face au ransomware. Dans le cadre d'une des études que nous avions menées, nous avions identifié sur une semaine en 2023 près de 300 attaques en Afrique du Sud. Donc ça donne un petit peu l'idée du risque qui nous attend si l'on ne se saisit pas tous finalement de cette question. Et là, je rejoins entièrement ce que vous dites, c'est que cela n'est possible que si l'on collabore. Donc, c'est-à-dire, il ne s'agit pas juste de s'assurer que le public fait sa petite affaire et fait des lois et le privé le challenge, mais il y a cette tension entre l'innovation et la régulation qui est sur la question de la cyber, mais également sur la question de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui revient énormément sur se poser sur savoir si il faut réguler les usages ou les impacts. Donc en fait, ce sont des questions qui sont excessivement essentielles et là pour le coup, il faut tous participer à ce débat. Alors pour moi, en fait, la question de la résilience est beaucoup plus, c'est plus simple concept. D'abord, faut en fait se projeter dans ce que c'est que la résilience aujourd'hui d'un point de vue totalement étymologique. C'est aujourd'hui notre capacité, on va dire, à revenir à la normale après coup, après un incident ou après une situation, whatever. Donc, c'est venir prendre après coup. Alors, ce que Mouna a dit qui est très intéressant, c'est que on est aujourd'hui en fait à une étape où il y a tellement de menaces que je pense qu'on n'a pas suffisamment anticipé qu'il y aurait autant de menaces. Donc, ce qu'on a fait comme innovation technologique, ce qu'on a fait comme loi, ce qu'on a fait comme action, parce qu'il y a eu plein de projets, sont rapidement devenus obsolètes parce que à un moment donné,
on n'a pas suffisamment su se dire que, en fait, ça peut être multiplié par 10. Donc, on a été obligé de fonctionner comme on le pouvait, sachant qu'il y a aujourd'hui un manque criard de compétences. C'est très factuel. Même si la compétence est de qualité, elle n'est pas suffisante. On a les problèmes de régulation dont elle a parlé. Parce qu'aujourd'hui, la régulation telle qu'on a pris, parce que même les lois qu'on a adoptées, que ce soit, je veux dire, c'est pas pour être excessif, mais là, c'est seulement c'est la réglementation sur le RGPD, la réglementation RGPD, qui est la plus factuelle aujourd'hui en termes de projection. On a répliqué ces lois-là en local pour différents pays. Mais on se rend compte très vite que sur 10 ans, ça sera obsolète. Ça, c'est le fait. Donc, parler de cyber-résilience aujourd'hui revient à se remettre dans un contexte où on a eu un existant, on a vu les incidents qui se sont produits. Donc, on essaie de se mettre dans une position où il faut répondre et il faut surpasser ce qu'on a appris comme leçon et ce qu'on a eu comme, comme difficulté, comme défi, comme challenge. Donc, pour revenir encore aborder la question de la résilience aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas seulement cyber, mais elle est aussi numérique, en prenant en compte tous les aspects de contexte qu'on connaît très bien, qu'on connaît très très bien, c'est même pas qu'on les connaît pas, insuffisance de data center, problème de cloud, parce que les données, en fait, sont pas hébergées en local, sont hébergées à l'étranger. La difficulté de maîtriser, tout ce qui est comme FinTech aujourd'hui, c'est un vrai écosystème. Donc, il y a une difficulté de réguler, de maîtriser ce qui se passe vraiment dans nos FinTech. Et ces FinTech-là, en fait, pour moi, ne sont que des réponses à justement ce manque de prévision d'innovation. Parce que tu as des bulles qui explosent à chaque fois. Or, N26, quand ça arrivait en Europe, Revolut, jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenu. C'est même tellement maintenu et normal. Ici, en fait, c'est limite des ovnis qui émergent. On en connaît bien ces licornes-là, mais c'est des ovnis. Les gens sont pas habitués. Donc, il y a vraiment, en fait, cet aspect de s'asseoir et puis faire un état des lieux pour vraiment aborder la question de la résilience. C'est pour ça que je disais que c'est vraiment très étymologique. C'est un concept qui a totalement son sens parce qu'on a traversé plusieurs vagues. Mais qu'il faut s'asseoir, en fait, exactement pour le contexte africain, ivoirien, sous-régional, et se dire vraiment, ça correspond à quoi pour nous. Parce que l'appliquer à tout le monde, ça a un sens, mais l'appliquer à nous-mêmes, nos réalités, ça a un sens. Tout à fait. Oui. Il y a Suzanne qui est arrivée, elle va se présenter. Je te laisse te présenter. Ok, je suis Suzanne Didier-Ramba. Je suis ingénieure en cybersécurité, consultante chez le cabinet Deloitte. D'accord. Et je porte une autre casquette d'auteur. Ok. Enchantée. On parlait de cyber-résilience et je voulais savoir si tu pouvais définir en quelques mots pour toi, dans ton contexte, dans ton métier, ce qu'était la cyber-résilience, à quoi tu étais amené à voir justement et à utiliser la cyber-résilience. Ok, je pense que Yina a parlé beaucoup de ce terme-là qui est plus qu'un concept. C'est-à-dire aujourd'hui, comment j'arrive à garder mes données face à une cyberattaque. Donc aujourd'hui, on dit très souvent qu'on ne se demande pas si je vais être victime de cyberattaque, mais comment en fait quand en fait je serai victime. Donc les entreprises doivent se positionner dans une posture où elles sont résilientes face à une cyberattaque. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, on peut déployer des solutions, mais on doit se demander, si aujourd'hui je suis victime, comment je réagis? Donc, dans ce contexte-là, la cyber-résilience a tout son sens, selon moi. D'accord. Ok, merci pour avoir détaillé. Donc c'est vrai qu'ici on a parlé de cyber-résilience, mais je voulais savoir si ici en Côte d'Ivoire il y avait des menaces spécifiques auxquelles vous avez été confrontés, qui diffèrent, des autres territoires africains. Je vais répondre rapidement parce que la menace en fait elle est pas spécifique à un pays. La menace en fait est transverse. De la même manière dont il y a des Brad Pitt en France, il y a des Brad Pitt en local. Je vois. Donc la menace en fait est totalement transfrontalière. Elle n'a pas une typologie, elle n'a pas de pays d'origine. Le point même qui devrait aujourd'hui nous frapper, c'est le fait même, comme disait Mouna, le fait qu'en 2025, certains encore croient à ce type d'arnaque-là. C'est très ancré. Hein. Je pense que c'est même pas aujourd'hui que ça date.
dans les années coupées, décalées, comme on le connaît là, 2003, 2004, 2005, tout ça là, ça existait déjà sous d'autres formes. La machine est venue amplifier ce qui existait déjà. Parce que l'arnaque au téléphone n'a pas commencé avec Internet. C'est ce que les gens oublient. Ça n'a pas commencé avec Internet, ça a commencé déjà avec les gens qui appelaient pour demander, pour te faire souscrire à des choses ou bien pour te dire non mais faut faire des mandats pour des choses. L'arnaque a toujours existé, seulement que Internet a amplifié une arnaque ou a donné des moyens aujourd'hui de vulgariser une certaine type d'arnaque. Et ces arnaques, au sentiment, on les a bien vues. Tout le monde a reçu le mail du prince nigérian qui voulait nous donner de l'argent, sachant qu'on lui a pas demandé. Donc, je veux dire, c'est pire parce que je me dis qu'en 2025, on ne devrait même plus être en train de croire à ce type on va dire d'arnaque, mais qui existe encore parce que les gens profitent de la vulnérabilité des gens. C'est ça. Parce que c'est ça qu'on exploite aujourd'hui. C'est la vulnérabilité humaine qu'on exploite pour avoir accès à ce qu'on souhaite. Parce que le chantage, quand ça se met en place, on n'a même pas besoin d'Internet, en fait, pour faire le chantage aujourd'hui. Donc, c'est juste que ça a vulgarisé l'accès. Et l'IA n'est pas venue arranger quoi que ce soit. L'IA est venue empirer et faire ressortir le pire, sinon souvent le très bon mais le meilleur, mais le pire même des gens, parce que il y a aussi beaucoup de challenges en termes de propriété intellectuelle, parce que des gens s'asseyent chez eux, ils font de la musique avec des voix qui sont pas les leurs, ils peuvent utiliser ces voix là pour vous appeler. Peut-être demain Andrea va m'appeler pour me dire qu'elle a besoin de 10 millions de dollars, je ne sais pas, mais je veux dire en fait c'est justement c'est ce qui est exploitable, et c'est sur ça pour moi que je trouve dommage que la sensibilisation soit pas des campagnes, des caravanes de je ne sais, enfin pour en parler, parce que c'est réel. Pour moi, c'est très réel. Et juste pour ajouter à ça, je pense que c'est super important de customiser un peu nos campagnes à nos réalités. Parce qu'en plus, ce qui nous fatigue ici, je pense que c'est la culture. Aussi simple que ça, c'est que quelqu'un se fait arnaquer, il a honte, ils vont se moquer de moi. Aussi simple, hein, il pourrait juste lever la main pour dire, ça c'est trop fishy, il va pas le faire. Juste pour la honte. On dira par exemple le mot de passe 4 fois 0, ça ne change jamais. Tu essaies, tu te fatigues pas, tu essaies un téléphone une fois, 2 fois, 4 fois 0, ça passe, à coup sûr. Donc voilà, donc il y a certaines habitudes qu'on a culturellement, on pousse pas plus loin, pour chercher. Donc même les campagnes, je pense que doivent être customisées, ça doit être dans le jargon. Ça va par exemple de forcer un peu l'authentification, c'est-à-dire on fait pas un transfert comme ça, c'est que même les compagnies bancaires, les fintech dont on parlait, comment on va dire, de upscale le niveau de sécurité, c'est de demander par exemple des passwords, de la double authentification, de passer par les applis, de s'assurer que quand il y a par exemple il y a une transaction qui n'est vraiment pas habituelle, de la bloquer. Bref, c'est vrai qu'il y a un grand écart entre nous et l'étranger, mais il faut s'adapter. Un autre problème qu'on a ici, c'est les panels à un point fini, c'est-à-dire désolé, on sait que c'est targeté, mais on ne prend pas de décision. C'est qu'on a toute l'opportunité d'être dans des positions de leader, de faire, mais on passe notre temps à discuter. L'IA, c'est aux États-Unis, ça fait des années. C'est aujourd'hui que c'est vulgarisé les 2 dernières années. Mais là, on a l'an zéro. Nous, on est encore en mode, on implémente quand? Donc, au moment où ça va saturer, nous, on vient avec notre loi qui n'est plus de date. Donc, on a toujours un vrai gap qui ne s'adapte pas. Donc, je sais pas où l'audience aujourd'hui, où ça sera présenté, c'est de vraiment parler au gouvernement, c'est là vraiment l'enjeu, que de dire qu'il faut qu'on s'active, faut renforcer, et il faut qu'on sache pas derrière encore culturellement que quand tu fais un truc comme ça, c'est pris au sérieux. Je dis un truc bête, quelqu'un se fait arnaquer pour 100 000 ou un truc, on retrouve la personne le met en prison, on dit, tout le monde vient te demander pardon. Tant que c'est pas renforcé, il y a toujours le reverse effect. Donc, ça va jamais s'arrêter. Parce que quelqu'un va se dire, mais pourquoi pas? Donc, voilà, les gens perdent des millions. Souvent, c'est des savings, comme on dit, l'épargne de quelqu'un pendant des années qui part en fumée. Mais là, on le met en prison. Bon, ça va partir pour dire que voilà, culturellement, c'est pas bien vu. Et pourtant, quelqu'un a causé du tort. Donc, c'est vraiment un ensemble qu'il faut mettre à jour pour pouvoir ne pas être dépassé. Sinon, on va faire constamment du rattrapage. Juste pour ajouter, déjà, quand on parle d'ingénierie sociale, on l'a mentionné, ça touche beaucoup à l'émotion. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de sensibilisation, beaucoup de panels, mais quand on dit émotion, on touche à la nature même d'une personne. Donc, changer une personne du jour au lendemain, c'est pas vraiment facile. Très souvent, on a l'habitude de dire, quand une personne se comporte mal, c'est-à-dire qu'elle a été mal éduquée. Donc, c'est-à-dire que le bas âge a été raté. Donc, pour moi, pour pouvoir mieux sensibiliser des personnes, il faut inculquer les valeurs depuis le bas âge. Aujourd'hui, même nos petits frères
utilisent les smartphones, ils utilisent Internet. Donc, est-ce que nos petits frères, nos petites sœurs, est-ce qu'ils sont sensibilisés déjà à leur niveau, afin que quand ils deviennent responsables, quand ils deviennent des responsables et qu'on leur dit sur Internet, faut te comporter comme ci, faut te comporter comme ça, ils puissent l'intégrer. Ça, si dès le bas âge ils n'ont pas intégré, quand ils grandissent, ça devient compliqué. Donc il faut que l'État puisse peut-être intégrer la cybersécurité dans le parcours académique, ce qui va faciliter en fait l'adoption de tout ce qui est culture cyber. Parce que quand on le veuille ou pas, l'Internet, c'est pour tout le monde. Enfants, jeunes, adultes, vieux. Donc, toute cette catégorie doit être concernée par le sujet. Et peut-être pour rebondir sur ce point-là, parce que c'est le cœur du sujet, et c'est un point sur lequel Kaspersky nous œuvrons énormément. Je peux vous donner un exemple concret d'activité qu'on a été amené à faire au Maroc avec un de nos partenaires qui se nomme Espace Maroc Cyberconfiance, qui justement a cette même approche de se dire qu'il faut sensibiliser les populations dès le plus jeune âge. Ce que l'on fait, c'est que nous organisons en fait des ateliers de sensibilisation dans des écoles primaires en mettant en place des jeux de simulation. Donc on les met dans un contexte, on leur dit voilà, si vous êtes dans tel cas, comment vous réagissez. Ils donnent leurs réponses et on voit avec eux, on corrige un petit peu ces dynamiques. Alors vous parliez des enfants, mais il y a également les parents. C'est-à-dire que si vous sensibilisez les enfants, il faut également sensibiliser les parents à ce que veut dire remettre un téléphone portable à son enfant. C'est-à-dire que une fois que vous avez mis le téléphone entre ses mains et qu'il est dans sa chambre, si vous ne savez pas ce qu'il fait dessus, voilà, vous créez aussi une situation dans laquelle il peut être exposé à du contenu explicite. Il peut être amené à rencontrer également des personnes malveillantes. Donc voilà, il y a tout un discours à mener tant auprès des parents que des enfants, justement, pour contribuer à une meilleure sensibilisation sur ces questions, je pense. D'accord. Et est-ce que vous pensez que l'Afrique aujourd'hui, elle a les moyens de résister à la montée en puissance de ces cyberattaques? Bon. Alors, je vais essayer d'être impartiale. Oui. On a les capacités, oui, puisqu'on a la volonté. D'accord. Et je veux que, I really want to repeat that. Yeah. On a les capacités, est-ce qu'on a la volonté? Okay. Je pense que money-wise, on le peut. Mais on n'y est pas encore. Et la disparité, elle est criarde en Afrique parce que tu as, par exemple, des pays comme l'Afrique du Sud ou le Kenya qui sont carrément leaders dans le même continent. C'est que à quel moment on s'adapte, à quel moment, again, on collabore, à quel moment on rattrape. Donc, je pense que est-ce que l'axe a été porté pour dire, il faut qu'on investisse là, là, et c'est quoi les infrastructures qui sont required. Donc, on a besoin d'infrastructures, on a besoin de talents. Alors, hormis ça, si Andrea me permet, c'est que je suis aussi vice-présidente de Women in Cyber, et le manque de talent ou même chercher, c'est galère et ça devrait pas être comme ça. C'est de forcer nos gens, nos ressources à même s'intéresser à la cybersécurité, de comprendre le concept, comme elle a dit dans le système académique, que ça les intéresse et qu'ils pouvoir devenir leader, même pas leader, mais pouvoir évoluer de manière professionnelle dans ces fonctions-là. Donc il y a tellement à faire. Je pense qu'on peut, mais c'est de commencer. C'est de lay out une feuille de route, aussi simple que ça, c'est aussi un projet, et voilà, et prendre les actions qu'il faut. Mais je pense on n'y est pas, mais on peut le faire. On a toutes les capacités. Même financièrement, je me dis, 2-3 pays s'associent. Aujourd'hui, on a le Maroc qui vraiment se différencie de toute la coupole francophone, et c'est dommage. Mais le Sénégal, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on a les moyens. C'est de juste vraiment le structurer comme il le faut. D'accord. Et est-ce que vous pensez que c'est pour ça que l'Afrique est si privilégiée, parce qu'ils savent que les moyens sont pas mis derrière? Bah oui, et je pense que ça revient à un mindset. Tu sais, l'Africain investit beaucoup dans le tangible. Quand c'est trop intangible, ça ne lui parle pas. Voilà, parce que en vrai, c'est un peu du conseil, c'est un peu quelque chose qui intangible. On l'a dit, ton mot, c'était c'est une théorie, c'est vraiment c'est un concept en vrai. Voilà, donc il peut pas toucher. Donc pour lui de mettre 100 millions dans un truc, tu m'expliques. C'est quoi le return on investment? Mais en vrai, il y a un vrai retour sur le long terme. Il y a un vrai retour en termes de stratégie, en termes de network, par exemple. La cybersécurité, c'est beaucoup de préventif. Voilà, et nous on fait vraiment quand ça se passe et on veut récupérer les dégâts, parce que même quand tu veux récupérer les dégâts, il y a par exemple
il y a des coûts pour même dire au public, hein, parce que là, t'as vendu les données des gens, il y a eu un leak, il faut dire aux gens. Il y a des coûts associés, il y a les coûts légaux, il y a le coût de se restructurer, il y a le coût en termes intangibles, en termes de ta confiance sur le marché, parce que tu n'es plus crédible si tu as leak les informations des gens. Donc, il y a tellement de coûts associés, mais ils n'arrivent pas à percevoir. Donc, on ne met pas en avant les préventifs. Par exemple, Kaspersky fait de bons software en termes de prévention, en termes de voilà, les firewalls. Elle parlait du cloud. Aujourd'hui, c'est une nécessité, c'est cher, mais il faut le faire. Quand, par exemple, tout disparaît en un clin d'œil, comment tu fais? Parce que tu n'as pas de sauvegarde et comment un business se pérennise. Bref, on peut y passer la journée, mais c'est de dire que franchement, c'est ça, c'est de vraiment rattraper le gap. Alors moi, je vais rapidement intervenir parce que la question de comment on structure et on répond aux cybermenaces, c'est littéralement ce pourquoi en fait le CAF existe. Ce pourquoi il existe depuis 4 ans. En fait, c'est l'essence même du forum. Et de temps en temps, je trouve ça un peu dommage que malheureusement, il n'y ait pas plus de mobilisation en fait qu'il faut. On a traité de 4 points ces 4 dernières années. On a traité de la gestion de risques. C'était déjà en 2021. On a parlé de la souveraineté, c'était en 2022. On a parlé de tout ce qui était enjeux, acteurs, partenaires pour sécuriser la transformation digitale, c'est en 2024 et en 2023 pardon. Et on a parlé en fait de l'IA en 2024. C'est-à-dire pendant 4 ans, on avait une feuille de route très claire, répondre à la menace en mettant les gens dans les contextes dans lesquels ils étaient. Certains, ils sont très favorables. Hein. C'est-à-dire, il y a des gouvernements qui écoutent parce que eux, en fait, ils sont déjà dans le 10 ans après. Donc, ils ont déjà la stratégie. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, le Bénin était l'un des rares pays à avoir une stratégie IA, qui est une très belle stratégie, qui a été bien rédigée et qui marche. La Côte d'Ivoire, on essaie vraiment de faire des choses. C'est maintenant qu'on est en train de l'adopter d'ailleurs. Et ça s'est fait il y a pas très longtemps. Mais comme elle le disait, c'est 2 poids 2 mesures. On est sur un continent où tu as des leaders comme le Maroc, comme l'Afrique du Sud. Et puis en même temps, tu as des contextes en fait où même le simple fait de penser à l'IA même est un problème. Parce qu'ils ont d'autres problèmes structurels de géopolitique qui ne leur donne pas la possibilité en fait de penser à autre chose. Donc même si l'attaque survient aujourd'hui, c'est un risque qu'ils vont encourir parce que ils ont un autre problème qui pèse plus dans la balance de damage control que la partie cyber security. Donc ils vont privilégier ça parce que comme on le dit, on est dans nos contextes et la géopolitique pèse dans la balance à un point qui nous dépasse parce que pendant 4 ans là, c'était la question de géopolitique qui revenait à chaque fois. On peut avoir des structurations panafricaines. Il y a eu des projets. Il y a eu le projet OCWARC qui a existé, qui a fini. Il y a eu plein de projets. Hein. Mais comme je le dis, le contexte géopolitique est tellement fort que les gens, la partie cyber là, ils mettent ça de côté. Or, ça fait partie de la nouvelle géopolitique d'aujourd'hui. À un moment donné, même moi, j'ai voulu qu'on fasse des guidelines cyber diplomatie parce que tu ne peux pas fonctionner seul dans ton coin sans avoir besoin de l'État voisin pour répondre à une attaque. Parce qu'aujourd'hui, la PLCC le fait très bien. Parce que la PLCC existe. Si on arrive à savoir où on vous dit tel a été arnaqué par telle nationalité dans tel pays, c'est parce qu'il y a des collaborations. Même Interpol a besoin de la collaboration pour fonctionner. Donc, s'il n'y a pas de collaboration, et la collaboration doit être franche. Parce que malheureusement aussi, il y a des stratégies qui sont des chasses gardées par ces États-là. Mais à la fin de la journée, chacun possède ses intérêts, ce qui est totalement normal. Mais je veux dire que elle a dit money wise, we got money, on a de l'argent. Par contre, si on n'a pas l'argent, on a de l'argent. Il faut juste que cet argent-là serve ce à quoi il doit vraiment servir et pas régler d'autres problèmes. Dans certains cas, on n'a pas d'argent aussi, dans la mesure où cybersécurité, ça coûte. Quand je dis ça coûte, c'est pas des budgets de 100 millions, 200. On est sur des budgets de milliards qui, en fait, pèsent aussi sur le PIB, en fait, de certains pays-là. Donc, les aspects économiques, en fait, deviennent de réels enjeux et sortir de l'argent pour juste régler ce problème de cybersécurité, il faut faire le prendre et payer des infrastructures essentielles comme la santé, les besoins de première nécessité et autres. Donc, cybersécurité is not a priority. Le jour où ça le deviendra, on pourra répondre. Pour revenir sur ce point, Yéna, très important, et aussi la question que vous aviez posée, à savoir si l'Afrique était plus particulièrement touchée. Je pense que au-delà de la cyber pure, il faut poser la question de la digitalisation. Donc en fait, nous sommes dans une dynamique de digitalisation qui est accélérée.
Et donc, finalement, ce qui se passe, c'est que la surface d'attaque est plus grande. Sachant que la population suit pas. Voilà. Et donc, si vous vous retrouvez avec une surface d'attaque plus grande, mais que vous ne suivez pas sur les politiques de cybersécurité, de facto, vous vous retrouvez avec un nombre exponentiel de cyberattaques. Et là, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir la collaboration à l'échelle continentale, internationale, sur le retard au niveau des textes. Il suffit de voir finalement la Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Ce texte a été adopté en 2014. Il n'a été ratifié qu'en 2023, après la signature du 15e pays, la Mauritanie. Nous avons combien de pays sur le continent africain? Donc, on se rend compte qu'il y a en fait une dynamique qui ne suit pas pour aller dans ce sens. Parce que finalement, quand vous lisez cette convention, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le pays, enfin les États s'engagent à mettre en place des politiques nationales de cybersécurité, de protection des données personnelles, mais vous prenez ces engagements-là, vous ne les suivez pas, ou d'autres même ne prennent même pas ces engagements. Donc vous partez tout de suite finalement sur un élément qui est biaisé. Et juste pour revenir sur le point de l'investissement, si on compare avec des dynamiques dans d'autres régions du monde, lorsque vous regardez ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est un peu ce qu'a vécu l'Asie du Sud-Est il y a quelques années. Mais aujourd'hui, vous prenez les chiffres, vous êtes sur un investissement en Afrique à 0,05% d'un PIB sur la cybersécurité, quand en Asie du Sud-Est, vous êtes à 0,15%. Donc vous voyez, ça revient à ce que vous disiez toutes les deux, à savoir, il faut mettre les moyens pour que les choses changent. Et surtout, même sur la question d'Asie, moi j'aime bien le Singapour. Moi j'aime bien le modèle de Singapour. Parce que les gens pensent que Singapour y est arrivé comme ça, from nowhere. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai moment de jachère. Et ils ont mis la priorité aussi sur l'évolution technologique, l'innovation technologique. Donc, à un moment donné, quand tu gagnes de l'argent, tu te dis quel modèle, en fait, de société je veux construire. Et c'est sur ce modèle de société-là, parce que je me dis toujours, peut-être que l'ancien président, ils avaient des mood boards. Je sais pas. Donc, s'ils avaient un mood board, en fait, ils l'ont pensé. Est-ce que nos sociétés africaines aujourd'hui sont pensées pour l'avenir? Ça, c'est une grande question. Parce qu'on peut injecter autant d'argent qu'on le veut. Franchement, lever des fonds aujourd'hui pour investir, il y en a plein. Il y a plein d'initiatives, que ce soit la BAD, que ce soit la BOAD qui le fait très bien. Qui te poursuit même pour te donner l'argent. Oui, parce que, en fait, ces investisseurs-là investissent dans ce qu'on appelle les infrastructures numériques. Ils investissent énormément. Eux, aujourd'hui, ils ont des projets littéralement pour les data centers. Ils le font très bien au Togo. Ils l'ont fait, et là-bas d'investir aussi en Côte d'Ivoire pour des data centers. Mais en fait, il y en a. Comme j'ai dit, dans les projets là, il y a de l'argent, ils y mettent. Mais la question, c'est de savoir même, qu'est-ce qui va, comme je dis, le devenir même de cette data. Parce que si on n'y pense pas au modèle de société qu'on veut construire, on pourra pas avoir des priorités pour dire cybersécurité, pour dire innovation, pour dire il faut que ma population, parce qu'on est encore au stade de, il faut que ma population puisse comprendre ce que c'est que, comment Internet fonctionne. On a beaucoup de boomers. Beaucoup de boomers. Mais c'est ça. Moi, personnellement, je ne suis pas forcément la petite enfance. Moi, j'aime bien les retraités. Très important. Moi, j'aime beaucoup les retraités. Parce que je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, mais les boomers, quand ils veulent quelque chose, ils le font. C'est-à-dire, ils le font, ils sont investis. Moi, sérieusement, j'ai un projet. J'espère que j'aurai vraiment le temps de m'asseoir. Mais mon projet, c'est les retraités. Parce que ce sont ces premières personnes-là qui sont capables, en fait, de bloquer tout ce qu'il y a comme fake news. Parce que ce sont les premiers qui les répandent. Qui les partagent. Qui les partagent. Combien de fois par jour vous recevez les transférés plusieurs fois? Ma maman m'a transféré quelque chose ce matin. C'est ça. Mais le truc, c'est que si vous arrivez, en fait, à prendre ces boomers à la retraite, parce qu'ils font rien, si c'est pas discuté, non, les anniversaires, les baptêmes, les mariages, les décès. En fait, s'ils ont une activité qui les motive, ils se sentent utiles. Ah, mais vous allez voir, ils vont tuer. Parce que c'est eux, en fait, qui vont venir dire, c'est une fake news. Et ils vont avoir les arguments pour justifier que ça l'est. Donc, moi, franchement, c'est ces personnes-là que j'aime beaucoup. Je les aime bien. Ils ont beaucoup de choses à raconter, mais je me dis, en fait, que toutes les couches de la société, en fait, doivent être concernées pour les questions. Et ça en revient encore aux questions de sensibilisation and whatever. Mais en tout cas, si c'est l'argent, sincèrement, je sais pas qui va regarder ce podcast. C'est ici. Je vais regarder droit devant, mais je sais que l'argent, il y en a sur les marchés. Il y en a. Ah, il est là. L'argent, il y en a sur les marchés internationaux. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est plutôt avoir ces initiatives-là, comme on le fait aujourd'hui,
et vraiment investir là où ça doit aller. Et puis pousser encore plus les États à construire, en fait, à penser les sociétés qui aujourd'hui consomment l'innovation plutôt qu'elles le voient comme un mécanisme en fait de blocage. Tout à fait. Juste un dernier point. Oui, vas-y. On est en fait dans un écosystème aussi, faut le dire, où quand ça marche, on te demande de ne pas toucher. Exactement. Donc, ce qui fait que très souvent, nos entreprises tournent dans des environnements qui sont obsolètes. Donc, le refus du changement de la part de certaines personnes nous expose à des cyberattaques. Donc, ça, c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Il faut que vraiment, dans nos entreprises, nos papas, quand on retrouve très souvent, ce sont les boomers. Faut le dire, autant les jeunes qui sont vraiment réfractaires. Tant que ça marche, ne touche pas leur environnement, même s'ils tournent sur du Windows obsolète, ce n'est pas le problème. Choquée. Moi, je suis allée dans des missions, j'ai trouvé des XP là-bas. Non, mais on a vu des IBM et des AS400. Mais en vrai, moi, ce qui est dit, c'est même pas un élément essentiel, c'est le socle. Oui. Parce qu'aujourd'hui, moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, tu vends des solutions à des entreprises, je vais aller prendre et déposer 100 millions dans une entreprise, mais c'est l'humain qui est derrière. Mais ils sont tellement réfractaires, ils veulent pas changer. Il y a le change management comme maintenant on incorpore, en fait, c'est petit à petit, c'est de casser. Et franchement, soit tu le fais tout doucement, soit tu le fais avec la force, tu casses tout et tu le fais. Et le pire, again, sorry, les entités étatiques, Lord, c'est là-bas que vraiment ils sont réfractaires parce qu'ils sont fonctionnaires, ils ont fait pendant 30, 40 ans. Donc, qui es-tu dans ta petite forme de venir leur dire que ça ne passe pas, il faut changer. Donc, il y a du travail à faire. En tout cas, une administration qui fonctionne est une administration qui montre que le pays fonctionne ou que les stratégies numériques fonctionnent. C'est ça. Franchement, peut-être que vous avez dit que peut-être que je fais une propagande, mais moi, j'étais bluffée. Je fais mon visa, ça sort comme, c'est-à-dire en 24 heures, j'ai le visa. J'arrive, je veux payer par truc. On me dit non, il faut faire sur le site. En 24 heures, c'est disponible. Et puis en 24 heures, c'est effectivement disponible. C'est-à-dire que l'administration, il n'y a pas de lourdeur. C'est un miracle, hein. C'est vraiment un miracle sous nos tropiques. Et le truc, on va y arriver, mais vraiment, c'est un miracle sous nos tropiques. Et là, c'est un autre sujet, carrément. Mais si l'administration, pour moi, le meilleur ambassadeur de l'innovation, c'est l'administration publique. C'est ça. Si ton administration publique ne fonctionne pas, parle pas d'innovation. Maïmouna, excuse-moi, tu as utilisé le mot socle. Socle, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux définir pour s'il te plaît? Pilier. Parce que tu disais socle. Sorry. Non, on parle du socle. Non, c'est du socle. Non, c'est le socle. C'est français. Non, je fais du beau franglais. C'est français? Non, c'est français. C'est français, oui? C'est français. C'est français. Ok. Parce que, prenez-moi comme une petite sœur. Je fais beaucoup de franglais. Sorry. Ok, no worry. Ok, super. Et toi, Gladys, toi, tu as travaillé à Kaspersky, mais de base, enfin, tu travailles encore à Kaspersky, mais de base, tu n'as pas un profil technique. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, comment finalement tu t'es lancé dans la cybersécurité alors que ce n'était pas ton domaine de prédilection? Alors oui, je suis toute fraîche arrivée dans le secteur de la cybersécurité. Et auparavant, j'ai surtout eu une carrière dans la diplomatie publique. Pour la petite histoire, j'ai débuté ma carrière au sein de l'ambassade des États-Unis à Paris, en France, en tant que responsable de communication pour un programme qui se nomme Nouveaux Horizons, un programme de livres que voilà vous devez connaître parce que ce sont des livres qui sont distribués en Afrique francophone. Donc voilà, plutôt diplomatie. Je suis passée par la francophonie ensuite et je suis arrivée après quelques années à me demander ce que je voulais faire. Je voulais du changement, je voulais être challengée et la tech m'est apparue comme le secteur pour que cela se fasse. D'accord. Et j'avais pour idée que c'était un secteur qui était ouvert finalement, à de nouvelles opportunités. Et comme vous, j'ai eu ce raisonnement de me dire mais je n'ai pas de parcours technique, donc il faut peut-être que je passe par là. Et c'est l'action que j'ai menée en fait. J'ai essayé de trouver des formations et je m'étais même inscrite. Et je suis tombée sur l'offre de Kaspersky de responsable des affaires publiques. Et finalement, je me suis dit il n'est peut-être pas nécessaire de faire un 360 où je change d'industrie, je change de fonction, mais je peux uniquement mettre à profit finalement toutes mes connaissances acquises dans le monde de la diplomatie en tant que responsable des affaires publiques. Et là, ensuite, ça a été une rencontre avec le directeur général de Kaspersky France, Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre.
Et là, on revient sur la question de la diversité. Il m'a dit très franchement dans le cadre de l'entretien, tu sais Gladys, il y a 11% de femmes dans la cyber et moi j'ai envie que ça change. C'est bien Qu'est-ce ça. que t'en penses? Super. Parfait. Voilà. I love it. Parfait. D'accord. Et toi, Yann Taba, le Cyber Africa Forum aura lieu, tu m'as dit tout à l'heure, en juin. Oui, est-ce que tu peux nous dire les grands axes Alors, qui seront présentés à la spoiler. prochaine édition? Un petit... Spoiler alert. Une petite annonce. Ben justement, c'est un gros spoil. Hein. C'est un grand spoil. Là, je suis en train de vraiment faire un gros spoil sur le CAF. J'espère que mon patron m'en tiendra pas rigueur. On est privilégiés. Je lui dirai pas. Il le verra. Ce sera total. Alors, rapidement, le CAF, 5 ans déjà. 5 ans, c'est un chemin. Il était important pour nous d'aborder justement l'après. Parce que en 5 ans, on fait beaucoup de choses. On parle beaucoup de choses. Mais il faut prévoir en fait les 5 prochaines années qui viennent. Anticiper, justement. On serait des mauvais élèves si on dit aux autres d'anticiper que nous-mêmes on n'anticipait pas assez. Donc, comme je disais, spoiler alert, parce qu'on va aborder justement les questions du devenir en fait de l'économie numérique en tant que telle. C'est très important d'aborder ça parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est à la croisée des chemins. Je pense vraiment qu'on est à la croisée des chemins dans nos différents secteurs ou même dans le numérique. Je pense que le numérique a atteint un niveau, on est obligé de s'asseoir et puis de se demander, mais qu'est-ce qu'on va faire en fait après? Parce qu'on a eu beaucoup d'innovations, beaucoup de changements. Donc, il faut vraiment s'asseoir et puis repenser, changer de paradigme sur les questions vraiment d'économie numérique. Donc, c'est ce qu'on va aborder lors du CAF. Et cette année, comme je l'ai dit encore, gros spoiler, la question de l'investissement sera au cœur des échanges. C'est-à-dire, où est-ce que il faut aller demander les fonds et comment ces fonds-là doivent être déployés. C'est hyper important aujourd'hui, la question de l'argent. Je pense qu'on en a parlé beaucoup, mais l'argent, à la fin de la journée, reste le moteur, justement, de tout ce qu'on veut faire comme initiative. Si on veut déployer des sensibilisations petite enfance, boomer ou encore de grandes régulations, ça implique des moyens. Donc, il faut vraiment se poser la question de comment on mobilise ces fonds-là et qu'est-ce qu'on fait concrètement les 5 prochaines années à venir. Parce que les innovations qui arrivent, malheureusement, on n'est pas prêt. On n'est absolument pas prêt et je pense qu'on ne se projette toujours pas encore assez loin pour qu'on puisse suffisamment prendre le recul et puis avancer. Les fintechs vont encore arriver par centaines et peut-être même par milliers. Mais est-ce que au quotidien, c'est-à-dire est-ce que nos mécanismes de régulation sont suffisamment forts, de coopération sont suffisamment fortes, on va dire même de, je vais pas dire c'est pas money wise, mais notre écosystème même est capable à un moment donné de collapse. C'est vraiment ce qui peut arriver. Donc, il faut vraiment s'asseoir et puis en discuter. On va aborder ces sujets-là. Aussi, toutes les questions aussi on va dire de dématérialisation aujourd'hui de l'identité, notre identité numérique en tant que personne. On n'est plus sur le digital, donc on va aborder ces sujets-là. Mais en tout cas, je vais pas spoiler tout. Oui. Voilà. Merci déjà. Mais tu as déjà dit beaucoup. Je pense que ce serait un bon cap, sachant que Abidjanais Intech sera avec nous cette année. Et justement, on veut faire quelque chose de différent avec Mouna, c'est ce qu'on a décidé. Plus de blabla, c'est ce qu'on a dit, beaucoup plus d'action. Et on essaiera bien sûr de vous proposer quelque chose qui correspond à la vision qu'on a de ce qu'on appelle Women in Cyber, de Real One, avec Suzanne aussi qui sera là. Et on essaiera de proposer quelque chose de très bien. D'accord. Toi, Maïmouna, tu diriges une start-up. Est-ce que tu as des recommandations à donner pour des entreprises, des start-up africaines, pour lutter justement contre les cyberattaques? Oui, je pense que sans le vouloir, j'ai touché un peu sur certaines, mais déjà, c'est le mindset du leadership. Je pense que ça commence, là, on parle du gouvernement, mais avant d'y arriver, c'est vraiment nous, on le day-to-day. Donc, c'est de vraiment le penser. C'est pas juste de le dire, c'est qu'aujourd'hui, les directeurs généraux doivent avoir des stratégies et le faire ressentir. Ça découle en termes du mindset, en termes des fonds qui sont déployés, en termes de stratégies qui sont mises à niveau. Donc, pour moi, déjà, les entreprises, c'est de changer le mindset, d'être réceptif et de se préparer. De flipper, comme je l'avais dit, au mode on va agir quand ça se passe, au mode préventif. Voilà. Et on comprend que ça coûte ce que ça coûte. Alors,
un truc que je vais vraiment emphasiser, la cybersécurité, ça coûte. On va pas non plus venir s'asseoir ici, même Kaspersky, la boss lady. Je vais pas dire le contraire. C'est pas donné, hein. Voilà, donc on m'a dit Kaspersky, on m'a dit Cisco, c'est pas donné. Mais en termes de, comment dire, comprendre son marché, comprendre où il y a le plus, il y aura plus d'attaques ou de menaces ou de risques, et ça revient à la précision de savoir où on en est. Par exemple, les fintechs, c'est protection des données, les arnaques, les fraudes. On peut pas tout faire en même temps. Donc, faut pas c'est vraiment une feuille de route, et souvent, ça part de 2 à 5 ans. Donc, voilà, et vous nous direz. Donc, franchement, c'est de commencer et déjà de s'y mettre. De mettre les contrôles en place. On néglige cet aspect-là. Après, moi, j'ai la casquette auditrice. Alors, j'ai été en cabinet pendant 7 ans. Donc, ça me parle, que je le veuille ou pas. Voilà. Donc, c'est de mettre ces contrôles-là. C'est primordial. Je travaillais pour des grandes entreprises qui, par exemple, nous testaient avec les phishing. Alors, phishing, c'est les emails qu'on reçoit qui a l'air super correct. Ça vient de Orange, mais tu regardes même pas à la fin, c'est orange.co au lieu de .com, et qui vraiment te gruge. Mais d'emblée, de perception, tu cliques en même temps parce que tu vois le logo Orange. Donc, notre entité nous testait. Et donc, tu cliques et ça te dit, oh, good job. Ou bien ça te dit, à cause de toi, tu aurais créé une menace dans l'entité. Donc, t'imagines. Oui. Donc, vraiment, c'est de prendre de petites mesures. Et c'est là que tu testes vraiment tes employés, s'ils ont compris. Ça revient encore à la culture. Par exemple, ici, aussi bête, quand on était auditrice, ces trucs qu'on fait, c'est que, par exemple, je suis amie avec Gladys, c'est ma badée, comme on dit, excusez-moi du terme, c'est ma pote, et je partage un password. Non. Ça doit pas se faire. Et donc, quand par exemple, moi, je pars de l'entreprise, si Dieu touche le corps de Gladys, elle va pas faire de choses, mais le jour qu'elle est fâchée, elle peut utiliser mes credentials pour faire des trucs. Donc, franchement, c'est dans les petites habitudes. Ça demande pas grande chose, mais tout ça doit être mis en place. Donc, revenant à ta question, les entreprises, on a parlé de comprendre déjà, de le penser, le mindset, d'y mettre les coûts nécessaires, de prioriser et de faire une feuille de route et de commencer step by step, et most importantly, de le pousser en interne pour que ça se reflète dans le day-to-day. Pour moi, ce serait le plus important. D'accord. Merci pour les précisions. Toi, Suzanne, tu as écrit un livre sur la sécurisation des infrastructures et informatiques. Donc, félicitations. Merci. Bravo. Oui. Je voulais savoir quelles sont, selon toi, les plus grandes failles que l'on retrouve dans les systèmes africains. D'accord. Bon, avant de répondre à la question, oui, j'ai écrit un livre. Et ce livre-là, je l'ai écrit dans un contexte assez particulier. Juste après mon master, j'ai travaillé sur un projet qui m'a beaucoup donné une forme d'ouverture d'esprit sur le monde cyber. Et là, je me suis dit avec mon mari, qui est actuellement mon mari, donc je me suis dit pourquoi ne pas le partager? Parce que ce domaine-là, il n'y a pas vraiment d'Africains ou bien d'Ivoiriens qui a écrit un livre sur, on voit des romans, mais un livre, non. Donc, j'ai retravaillé ce livre-là pour pouvoir le partager à un grand public. Donc, il est disponible pour les personnes. Tu as un exemplaire avec toi? Malheureusement, non. Mais bon, je vais vous partager le lien. D'accord. Andrea va se charger. D'accord. Quelle est la plus grande faiblesse Les grandes failles que l'on retrouve dans les systèmes africains. D'accord. Moi, je dirais que la plus grande faille reste l'humain. Parce que aujourd'hui, nous voyons de plus en plus les leaders montrer leur engagement sur les questions de cybersécurité. Nous voyons même que dans des conseils d'administration, on voit le sujet qui est présenté. Mais aujourd'hui, quand on finit de déployer toute cette technologie-là, il suffit qu'un utilisateur clique sur les liens et puis tout tombe comme un château de cartes. Donc, moi, je dirais que ça reste l'humain. Donc, il faut vraiment mettre en place des campagnes de sensibilisation, toujours rappeler qu'il ne faut pas cliquer sur des liens, toujours rappeler à l'utilisateur de ne pas partager son mot de passe. Voilà, toutes ces petites astuces qui peuvent paraître simples, mais qui sont vraiment importants pour l'entreprise. D'accord. Toi, Gladys, tu as rejoint la cybersécurité sans formation technique. Quel conseil tu donnerais aux femmes qui hésitent à se lancer dans ce domaine par peur ou dire peut-être qu'il y a trop d'hommes, donc elles vont pas se sentir à leur place? Qu'est-ce que tu leur dirais pour les rassurer et les inciter à embrasser une carrière qui est un peu plus dite masculine? Je leur dirais tout simplement de se lancer.
en fait, de se lancer. Et dans ce sens, c'est aussi la responsabilité des entreprises d'attirer ces femmes dans ces milieux-là. Et je peux donner un exemple très concret. Finalement, la question qui revient souvent, mais là, on quitte même la question de la cybersécurité, de la tech, c'est la question du rôle modèle. L'adage anglais, je me permets de faire de l'anglais, you cannot be what you can see. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être ce que l'on ne voit pas. Donc, il est important de visibiliser les femmes qui sont dans ces milieux-là pour attirer aussi d'autres personnes. Et là, au sein de Kaspersky, nous avons créé un portail sur lequel on présente les femmes qui sont dans l'entreprise. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas un métier de la cyber, mais il y en a plusieurs en fait. Donc, ce qui permet à une personne comme moi, n'ayant pas de formation technique, de rejoindre ce milieu. Donc, nous avons des profils comme moi qui travaillent sur les affaires publiques, de la com, du marketing, des profils tech purs. Et donc là, on met en avant notamment chez nous une chercheuse qui se nomme Nushin, qui fait partie de l'équipe du GRET. Donc c'est une équipe qui vraiment se charge de la recherche, de l'analyse des cybermenaces. Il y a des profils top management, Daniela qui est une de nos directrices générales en Amérique latine. Donc lorsque vous racontez l'histoire de ces femmes, vous racontez les challenges auxquels elles font face, finalement, vous faites en sorte que la personne en face qui lit ce texte, elle peut se dire bon, finalement, elle est là, elle a eu ses problèmes, elle est toujours là, donc moi aussi, je peux y aller. Et c'est très important. Et je dirais aussi de regarder dans d'autres régions du monde. On parlait du Maroc. Je fais plusieurs interventions dans les universités. J'ai été agréablement surprise du pourcentage de femmes qui sont ingénieurs. En Afrique du Nord. Et je visualise encore mon intervention et les questions qui ont suivi. Vous voyez des jeunes femmes qui sont présidentes de clubs tech, qui se lèvent, qui posent des questions, qui ont l'assurance. Donc, si vous voulez, si vous avez tous ces messages-là, vous pouvez y aller. Donc moi, c'est vraiment ce que je leur dis, c'est de se lancer. Mais il y a aussi, nous, en tant qu'entreprise, cette mission de faire en sorte que ces femmes se disent « je peux y aller ». Voilà. Oui, merci. Là, je vais m'adresser à tout le monde. Quels sont les métiers les plus demandés justement dans la cybersécurité? Et bon, je sais que on peut y aller même en n'étant pas dans ce domaine, mais peut-être le parcours, on va dire, sur le papier idéal pour pouvoir s'orienter vers ça dès le départ. Est-ce que vous avez une trame à nous proposer? Les métiers. Je pense que c'est toi-même ta motivation. C'est ça. En vrai, si je vais être très cash, je pense que c'est ça, parce que on t'apprend des techniques, tu rejoins le corps et tu continues de tellement te formater que tu deviens versatile et un peu vraiment cyber expert. Parce qu'il n'y a pas nécessairement une case à cocher, malheureusement. Donc vraiment, moi, je pars du principe de dire que tu vas commencer par des pen tests que tu vas faire. Et là, on parle de menace, mais il y a la menace positive, de hacker éthique, que tu deviens. C'est-à-dire que toi-même, tu restes en interne, tu testes comme entre guillemets, ce qu'on appelle brouteur ici en hacker, mais en interne, pour pouvoir justement montrer à l'entreprise ses vulnérabilités et prendre des fautes. Donc, il y a tout ça qui te permet de grandir dans la fonction en elle-même, mais c'est d'avoir les fondements. Ce que moi, je recommanderais peut-être aux plus jeunes de le faire plus tôt. Parce que plus on avance dans sa carrière, plus on a d'autres prérogatives, plus tu gères les équipes et plus ça devient lourd. Mais il faut se mettre à jour. Il faut continuer d'être à jour. On a depuis 2013-2012, mais on continue d'avoir des masters à faire, des formations pour être justement à jour sur les sujets, de ne pas venir bredouille. Un autre peut-être qui est personnel à moi, parce que je suis très passionnée de tout ce qui est les femmes empowerment. Je le dis tous les jours. Peut-être j'ai fait 17 ans aux États-Unis et autant ça te fait du bien, autant ça te fait du mal, mais ça te marque. Personne ne te doit rien. Ta carrière, elle est tienne, tu vas la chercher. Period. Like, sometimes, tu dois forcer les certains, tu dois forcer des postes. Un peu pareil que elle, moi, j'ai commencé en audit financier. J'aurais dit à quelqu'un que j'étais en IT, j'ai flippé parce que c'était voulu. C'était en 2018-2017, l'avènement de l'IT, c'était plus fun. Parce que je refaisais les mêmes choses en audit financier. Donc voilà, et ça m'a mis aujourd'hui. Mais on a le mindset africain que non, c'est méritoire, on va venir te taper pour te dire non, voilà. Ça peut se faire.
Mais je lui dis, ta carrière, tu la détiens. La technologie, on parle de numérisation aujourd'hui. Autant de temps on passe sur TikTok. Même TikTok peut être utilisé pour apprendre des cours. Je lui dis. Donc aujourd'hui, j'ai peu de tolérance pour ces gens qui disent que je dois faire quoi. Faut chercher et tu te fais accompagner. Nous, on peut, et même notre carrière, nous, on n'est pas agile. On parle devant vous aujourd'hui, on a eu des challenges. Juste que chacune de nous a eu des step back. Il y a des jours, tu te dis, purée, qu'est-ce que je fais là? Mais, voilà, tu continues de te challenger et tu continues de te faire. Donc, pour moi, j'ai peu de tolérance et peu d'excuses aujourd'hui pour les gens qui disent quoi faire. Tout est à portée, c'est de trouver des mentis, des mentors, des femmes qui te ressemblent. Comment tu l'as fait? Le plan de route sera établi. Tu vas te casser ta tête, tu te relèves, tu l'adaptes et c'est de manière agile. Mais pour moi, c'est très important de prendre sa carrière en main. On peut devenir ce qu'on veut. C'est comme elle a dit, il n'y a pas vraiment de cases à cocher, pardon. Et donc, tout dépend de ta sensibilité. Moi, je suis plus sensible sur les sujets de gouvernance. Mais quand j'ai commencé en cybersécurité, avec mon équipe, par exemple, on a gagné l'édition, c'était la deuxième à Radisson, non? Oui, la deuxième édition à Radisson. Donc, aujourd'hui, par exemple, je fais plus du pen test. Mais mes amis... Excusez-moi, c'est quoi exactement pen test? Ah, c'est vrai. C'est vrai, on en a détaillé, ce qu'on en parle, mais même moi, ce sont des personnes, les pentesters, ce sont des personnes qui seront chargées de venir évaluer de manière technique la robustesse de je suppose de ton environnement. D'accord. Oui, ce sont des tests de pénétration. Donc en fait, ils vont essayer de pénétrer son système et en fonction de leur réussite, ça permet de mener un audit de ce sont cybersécurité. des hackers. Voilà. Du bon côté. Du bon côté. Donc en fait, moi je voulais compléter parce que moi je suis aujourd'hui à une croisée des chemins. C'est drôle même de dire ça comme ça. Moi, j'ai commencé en tant que télécom. J'ai fait le parcours. Moi, j'ai appris la cyber, en fait, en cabinet de conseil chez Thornton. Après, je suis allée en cabinet chez Data Protect et tout. J'ai fait mes classes, j'ai été RSO, tout ça. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis en train de plus construire un profil à tendance cyberdiplomatie, affaires publiques. Donc, ça veut dire, en fait, qu'il y a une panoplie d'offres. Mais comme on le dit, le profil, on le construit soi-même. Donc, c'est une projection. Et je trouve ça dommage que les gens ne rêvent pas leur métier. C'est ça. Très dommage. Parce que rêver son métier te permet de savoir que chaque petite brique que tu fais est importante dans le construire de ta carrière. Moi, j'avais pas forcément une idée de carrière nette, claire, pour dire non, je veux faire cyber. Mais je savais en fait que je voulais évoluer dans les sphères diplomatiques, etc. Mais la cyber aujourd'hui me permet d'évoluer dans ces sphères-là. Je n'ai pas encore fait mes cours de cyberdiplomatie parce que c'est tout un programme, il faut faire des cours. Affaires publiques, pareil, mais j'apprends sur le tas. Mais je veux dire qu'il faut rêver son métier. Par contre, moi, je suis contre le mentorat. Oui. Je suis contre le mentorat parce que, enfin, je suis contre et pour à la fois. Pour parce que c'est important d'avoir des rôles modèles. Très pour. Mais contre dans la mesure où certaines pensent que c'est le mentor qui va venir nous décider à notre place, à nous dire put this there. Non. Le mentor est juste là pour te donner une réponse au moment où tu as besoin de te poser la question. Il n'est pas là pour t'orienter, pour te dire non, va dans cette direction, tu pourras atteindre tel objectif. Je sais pas si tu vois. Souvent, même le mentor qu'on a ne correspond pas à notre choix de carrière. Mais il correspond à une bride, oui, à un espace de notre contexte. Moi, j'ai eu des mentors. Je vais pas cacher, j'en ai jusqu'aujourd'hui. C'est important. Et c'est important d'avoir des repères. Mais j'en ai dans plusieurs domaines. C'est-à-dire, je les appelle même pas des mentors pour moi. Parce que on peut compter le nombre de fois où je les appelle pour demander conseil. Mais juste que je suis, en fait, la trajectoire de carrière de cette personne et je sais par où elle est passée, ce qu'elle a comme skills. Et c'est ça qui m'intéresse. Pour moi, c'est ça le vrai mentor. C'est pas quelqu'un qui va passer du temps avec moi au téléphone, qui va me dire tu veux faire ça, mais tu sais moi j'ai souffert non mais non, je sais pas si tu vois. Non mais sérieusement, il y a aussi ça. En fait c'est un cas très précis, il faut qu'on soit très, moi en tout cas je suis très, peut-être un peu trop franche sur ce point là, mais il y a aussi ça. Et le truc, en tant que femme, moi personnellement j'ai évolué dans des sphères où, comme elle a dit, tu n'as pas le choix, tu es obligé de forcer. Donc peut-être que c'est ce qui fait que mon langage est dur, cru et froid. Tu as besoin d'évoluer. Les portes, elles vont pas se pousser seules. Je n'ai pas eu de mentor qui m'a dit, je vais te recommander. Moi, je peux compter le nombre de fois où on m'a recommandé en
Je peux le compter. C'est pas comme si on sait pas que je suis compétente, hein, ou bien qu'on ne me connaît pas. Mais c'est juste que on ne pense pas à moi parce que on se dit, elle va se débrouiller. Ça, par exemple, c'est dommage. Normalement, c'est là où certains mentors interviennent ou bien le réseau intervient. Mais n'empêche, je ne dois rien à personne, je ne dois rien à personne, personne ne me doit rien. Oui. Donc, il faut aussi se forger, mais il faut rêver ça. Moi, je rêve mon profil de carrière. Et c'est important de continuer à rêver son profil de carrière parce que c'est ça qui va vous sauver dans les moments les plus sombres où vous stagnez. Si vous rêvez pas votre carrière, ou si vous vous dites pas que ce que je fais là, c'est en attendant et ça va quand même me servir. Moi, j'étais en centre d'appel. Ça me sert parce que l'addiction que j'ai, c'est l'addiction d'un centre d'appel. Parce que j'ai appris à prendre ce qu'il y a de minimum pour en faire quelque chose, pour en construire quelque chose de palpable qui peut m'aider. Donc, il n'y a pas de petite phase pour moi. Toutes les phases sont importantes. La communication, je l'ai appris sur le tas. Si je suis capable de dire mon sponsor aujourd'hui, là, c'est pas... Voilà. Ce sont des choses que j'ai appris sur le tas et on apprend de tous et de tout le monde en même temps. Le laps de petit temps que vous passez avec quelqu'un, même si la personne est chiante, elle a quelque chose à vous apprendre. Même si c'est le réceptionniste, whatever, tout le monde a quelque chose à vous apprendre. Et justement, c'est ça qui va vous aider à construire les briques de votre carrière. C'est comme ça. Donc moi, c'est comme ça que je le perçois, je l'entends. Et c'est pour ça que je ne le fais pas de mentoir. La seule chose, juste pour pas m'éterniser, désolée. Pas de souci, allez-y. Plus on avance dans la carrière, par contre, je pense que le concept n'est pas évolué ici, c'est de trouver des sponsors. C'est ça. C'est-à-dire, quand tu arrives à un niveau stratégique de la carrière, par sponsor, on définit des gens qui peuvent parler de toi dans des salles. Ce n'est plus des mentorats. Le mentorat, il est un call away. C'est ça. Ça, c'est matin, la nuit, tu peux l'appeler. Mais arrivé à un moment, c'est qui peut drop ton name. Et ce qui se passe avec le sponsorat, c'est qu'il vouch pour toi, comme on dit. Oui, c'est ça, c'est qu'il garantit qu'elle est tellement bonne, moi, je peux la placer. Donc, lui, tu rallies à sa réputation en vrai. Parce que quand tu déconnes, c'est que c'est toi qui l'as envoyé. Donc, c'est des gens qui sont vraiment high hop, qui peuvent drop your name où il le faut et quand il le faut. Donc, arrivé à un moment, il faut sortir des émotions. C'est ça. Si tu parles de ascension, c'est que qui se rappelle de toi et à quel moment tu dis, il y a Mona qui est là, assieds-toi là et tu n'as... Voilà. Voilà. Donc, faut pas mélanger les choses. On aime bien être dans les émotions, mais quand tu veux te bâtir à un niveau manager up, tu as besoin de sponsors. C'est ça. On n'arrive pas toute seule. Parce que justement, c'est de là d'où vient la notion de plafond de verre. Sinon, ça vient d'où? C'est de là que ça vient la notion de plafond de verre. Si tu vois que quand tu arrives en cabinet de conseil, tu peux pas dépasser senior manager, on passe pas associé comme ça. Parce que c'est le partenaire en haut qui te sponsorise pour que tu deviennes associé. C'est pas ton use case. C'est le partenaire en haut là-bas. Si vous te voit, il voit que bon, ça marche pas. Il va prendre l'autre à côté. Parce que peut-être on lui a parlé de lui, on lui a dit non, il est efficace. Le partenaire voit pas ce qui se passe en bas. Donc forcément, quelqu'un drop ton name en fait pour que tu passes à l'étape suivante. Et en cabinet de conseil, c'est sa réputation. Parce qu'une fois, c'est taille. Donc, quand il investe en toi, c'est un investissement pas monétaire, mais monétique, pardon, mais c'est vraiment, il investe et il bête sur toi pour dire que bon, c'est le bon pion. Donc, voilà. Et justement, pour en conclure rapidement, si vous regardez dans les cabinets de conseil, il y a très peu de femmes associées. Pourquoi à un moment donné, elles se lèvent et partent? Parce qu'on ne doit pas assez leur name. Il n'y a pas suffisamment de sponsors qui vont drop nos names dans c'est culturel, ils ont... C'est pas culturel. Seulement que les hommes, ils prennent des verres. Voilà. C'est tout. Ils se retrouvent dans des espaces. On va couper la section là. Et les femmes ne vont pas non, si tu vois, tout le monde a commencé à rigoler. Et puis j'avoue qu'on le fait mieux. J'avoue qu'on le fait mieux. J'avoue qu'on le fait mieux. En tant que leader, on assure. On assure. C'est-à-dire que c'est pas comme si on prend pas des verres. Mais on peut pas aller au golf tout le temps. Voilà. Vous avez des enfants, tout ça? Non, même pas enfants. C'est tout un mindset. C'est le cigare d'abord, c'est tout. Bon, voilà, on peut pas qu'on dirait que le relationnel avant, les compétences. Alors, pour briguer certains types de postes, c'est pas pour être péjoratif, mais pour briguer certains types de postes, il y a une typologie de leader. Il y a une c'est-à-dire, il y a des sphères. Tu coches pas certaines cases, tu peux pas. Je comprends. Il y a des ovnis qui arrivent. C'est ça. Il y a vraiment des ovnis. Mais quand tu quittes le senior manager, tu commences à aller en directeur, etc., et au plus haut, tu vas avoir, en fait, c'est même pas dit officiellement, mais officieusement, si tu regardes, il y a une typologie. C'est ça. Il y a une typologie. Tu peux être une femme battante, comme on le dit, femme, garçon, whatever. Énergie masculine, mais non. Non. You gotta be the chosen one. Et après, souvent, c'est stratégique parce qu'en termes de diversité, ils sont obligés de
de justifier Donc, un tu peu. deviens le Après, quota. quand ça devient trop dry, qui va regarder cette vidéo? Quand il y aura, quand ça devient trop dry et qu'ils n'ont pas assez de femmes, ils sont obligés. De Parce faire qu'il y a un du truc, talent, voilà. Et c'est des dames qui se donnent corps et âme. Surtout les années les plus dures en cabinet sont C'est les ça. années senior manager. Mais là, tu vois ta vie défiler devant toi parce que là, tu deviens, entre guillemets, acting partner. C'est Parce que acting partner, c'est quelqu'un qui ramène du bénéfice en portfolio. l'argent. Quand tu es partner, tu fais partie de l'entité. Elle t'appartient aussi. Donc, à ce moment-là, tu builds ton case. Ce n'est plus gérer les équipes, ça va au-delà. C'est ça. Donc, franchement, c'est vraiment te donner corps et âme. Si, par exemple, tu as un conjoint, ça se répercute sur ta vie familiale parce que sorti le soir, tout ce qu'il faut faire autour qui est informel, C'est ça. est-ce que ça va suivre? Donc, vraiment, c'est beaucoup de sacrifices. Donc, tu vas te donner corps et âme et avoir des gens dans je veux dire, sur une table, sur les 5 partners, 3 partners doivent voter pour toi pour qu'il y ait vraiment dans la balance qui se dit, bon, elle est prête. Mais ça demande ce que Mais ça demande. ce que ça demande. Ça demande un investissement personnel. C'est pour ça que je dis encore une fois, rêvez votre carrière out of the box. C'est ça. Parce que malheureusement, le circuit normal d'ascension ne suffit n'est pas pas. fait Oui. pour nous. Pour les femmes. Donc, pour les femmes en général, pour certaines, elles y arrivent. Comme je dis, il y a les ovnis. Il n'est pas fait pour nous. Donc, à un moment donné, tu es obligé de think out of the box. Donc, penser ta carrière, en fait, autrement, pouvoir avoir accès on va dire, aux hautes sphères. C'est pas comme je l'ai dit, c'est pas un problème d'efficacité. Rien. C'est pas comme si on ramène pas d'argent, c'est pas comme si on n'est pas efficace. On l'est, hein. On pense Même pas. avec les enfants, whatever. Il y a des femmes, moi, je vois ici, et incroyable. Je me pose même des questions. Mais je veux dire que, malheureusement, ce n'est pas pensé pour qu'il y ait cette diversité-là. C'est pour ça qu'on prône des questions d'équité. On fait ce type de panel. On essaie d'être visible. Moi, j'aime pas ça, mais bon, on essaie quand même d'être visible parce que ça peut aider d'autres aussi à lutter pour elles-mêmes et à se dire que la situation qu'elles traversent, au moins 1000 femmes l'ont traversée et ça t'aide aussi à te motiver au quotidien. Donc vraiment, c'est vraiment un sujet qu'on va quand même aborder parce que c'est la conclusion, je pense. Oui. Mais ça reste aussi un gros point. Oui, je sais pas si vous voulez dire un mot de la fin, faire un petit tour de table. Moi, je continue d'y croire. Je pense qu'on y est. De plus en plus, on voit les femmes. Il y a pas, elle a dit, il n'y a pas de case. On a besoin de plus de leaders. On a besoin de faire bouger les choses. Ça peut se faire par derrière ou en avant, mais c'est de se bouger, les filles. On a les mêmes capacités. Le but, c'est pas de devenir des hommes. On ne pourra jamais. Non. Mais c'est de pouvoir justement faire bouger les choses, changer les donnes, changer les datas, qu'on soit plus dans la vingtaine de pourcentage pour les femmes dans ces milieux-là, que l'écart, la parité soit pas trop grande et continue de faire changer les choses et continue justement de montrer à une petite sœur que c'est faisable. Moi, faut de voir sur le visage que ça demande pas voilà une certaine carrière pour être PDG, c'est pour ça qu'on excelle, on veut devenir directrice générale, CEO, CFO, CTO, tout ce qu'on veut, c'est faisable. Faut juste se donner les moyens et nous on reste disponible. Moi, j'aime pas mentorer pour mentorer. Je suis pas contre le mentorat, mais pour moi, c'est de l'investissement. It's a win-win. Donc, tu m'en donnes autant que je t'en donne. Donc, Donnant, voilà. donnant. We meet halfway. Je voulais juste rebondir. On a beaucoup parlé du fait que les entreprises africaines souvent perçoivent la cybersécurité comme un coût et pas comme un investissement. Comment est-ce qu'on peut changer cette perception-là? Bon, vous avez parlé de mindset, mais voilà, est-ce que vous avez un petit mot dessus? Tu peux répondre à la question, s'il te plaît? Elle dit que la cybersécurité est perçue comme un centre Comme de un coût coût. et non pas un centre de profit. Très souvent, on dit c'est conseil qui donne conséquence. Donne conseil. On va beau parler. Aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives. Tout récemment, je voyais d'Abidjan Stop aux sorciers numériques. Donc, on voit aussi j'ai vu la dernière fois Citoyen Tour, une initiative même de police secours. Nous avons la création de l'ANSI. Il y a le mouvement est là. Après, chacun décide s'il veut suivre ce mouvement ou attendre de voir que le problème se pose pour pouvoir réagir. Et justement, ça, c'est un gros point. C'est-à-dire, est-ce que la cybersécurité est un centre de coût ou de profit? Comme elle a dit, tu ne confies pas la clé de ta maison à ton voleur pour qu'il fasse le ménage. Oui. Donc, c'est juste ça. Il faut se méfier. Il faut se méfier. Et en termes de responsabilité, comment on détermine la responsabilité alors que justement la réglementation n'est pas très claire dessus? Quand tu parles de responsabilité précisément?
Ça peut être dans une entreprise. Imaginons que quand vous disiez quelqu'un qui reçoit... Moi, j'ai déjà ces exemples-là. Hein. J'ai eu des mails de ma société, mais voilà, c'était des tests. Mais voilà, si on reçoit un mail et c'est pas un test, ben, est-ce que c'est la personne qui a cliqué? Ben, ça revient à la stratégie, ça revient au mindset et comment les rôles sont définis. C'est ça. Quitte à aujourd'hui créer des départements bon, après, maintenant, il y a des départements de digitalisation. Ça peut être un sous-département, mais les DSI, c'est de responsabiliser. Et peut-être, je vais dire quelque chose, c'est de fire. C'est aussi C'est simple que ça. Non, c'est de fire. En fait, ça demande ce que ça demande. C'est autant c'est de hire des gens qui ont un nouveau mindset, qui sont rentrés. Ça demande de renvoyer des gens qui ne sont pas là, qui ne suivent pas. Parce qu'en termes de responsabilité, tout le monde se regarde. Quand les cabinets viennent sortir, d'abord, vous payez des cabinets chers. EY, Deloitte, ça coûte. Juste pour te donner un report, hein, on ne parle même pas de l'implémentation, on te parle de l'analyse qu'ils auront fait, de déceler les sujets. Donc, c'est de l'investissement. Ça, si tu ne suis pas dans le bateau, comme je dis à mes employés, you gotta get off. Period. Donc, faut faire suivre. Donc, c'est ça. C'est qu'en termes de responsabilité, ça, par contre, j'avoue, on fait beaucoup dans l'informel. Donc, c'est de documenter les choses, c'est de responsabiliser, c'est d'avoir des KPIs en place pour les mesurer, pour voir si la stratégie qu'on a mis en place continue d'être effective. Et si ça demande de renvoyer, c'est ce que ça va demander. D'accord. Du coup, Suzanne, je sais pas si toi, t'aimerais faire un mot de fin. Oui. C'est la plus douce d'entre nous. Je pense qu'elle devrait faire le mot de fin. D'accord. Donc, merci déjà pour l'invitation à Abidjanaise InTech. Moi, je pense que, comme je l'ai dit, le mouvement est là. Il y a l'engagement autant des gouvernements, même si on doit toujours continuer, mais c'est de pouvoir suivre ce mouvement-là, comprendre que la cybersécurité, c'est pas que l'affaire d'une personne. Chacun doit être impliqué parce qu'après, c'est cette collaboration-là qui va permettre de créer un écosystème africain beaucoup plus sécurisé. Et toi, du coup, Gladys? Sur le mot de fin, je dirais, pour revenir sur la question, et j'avais évoqué tout à l'heure, c'est que la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Donc après, tout à chacun de prendre la responsabilité pour s'assurer que on puisse évoluer dans un cyberespace sûr et sécurisé. Et du coup, toi, Nathalie? Alors moi, mon mot de fin, ce serait aujourd'hui sensibilisation, coopération et action. C'est-à-dire sensibiliser déjà ceux qui ont accès à l'information. La partie coopération, c'est mettre en place des coopérations solides, on en a besoin. En fait, c'est pour essayer d'équilibrer, moi, c'est ce que j'appelle l'équilibre de la terreur entre la menace et la réponse. Et puis, action dans la mesure où on a pris beaucoup d'initiatives, on a pris beaucoup de projets, beaucoup de décisions. C'est comme la résolution du 1er janvier. Donc, la liste est longue. La liste est longue. Elle diminue à chaque fois. Voilà, elle diminue à chaque fois. On se dit, mais en fait, j'ai pas besoin de perdre 5 kilos. Mais en fait, là, il faut vraiment passer à l'action. Et comme Suzanne l'a dit, le mouvement est en marche. Il y a un éveil, pour moi en tout cas, qui est certain. Il faut juste essayer de pousser pour que ça devienne une vraie boule de neige et que ça prenne l'ampleur que ça doit prendre. Et en tout cas, moi, j'ai beaucoup foi en notre génération et la génération future. Et je suis consciente aussi des besoins qu'on a. Mais pour moi, c'est pas insurmontable. D'accord. On va passer aux questions du public. Je sais pas s'il y a des personnes qui aimeraient poser des questions à nos intervenants. Oui, vas-y. Bonsoir les femmes. Merci pour le show. Je suis Emmanuela Yarbo. Et je suis entrée dans le monde de la cybersécurité, ça fait environ 8 mois. Et grâce à une formation qui est financée, j'ai appris beaucoup de choses de la cybersécurité. Et j'ai aussi appris, j'ai aussi connu dans le domaine de la conformité. Comme Madame Suzanne, pour aider à moi. Que pensez-vous de la conformité au niveau des entreprises? Parce que nous sommes actuellement sur un projet de conformité, dossier de conformité dans une entreprise et on se rend compte que l'entreprise n'a pas vraiment mis en place le système de management de la conformité à niveau de cette étape, tout ce qui est système de sécurité, système d'information. Alors que pensez-vous de cet aspect-là de la conformité des entreprises au niveau de la sécurisation de la système d'information et spéciellement en Côte d'Ivoire?
D'accord, tu vas parler de... Pour tout ce qui concerne les normes, que ce soit l'ISO, que ce soit le NIST, ce sont des normes. Voilà. Il faut tenir compte du contexte dans lequel on se situe. La cybersécurité, c'est de la gestion de risques. Qu'est-ce que je suis prêt à accepter? Qu'est-ce que je ne peux pas accepter? Et c'est au vu de tout ce contexte-là que tu décides de choisir une approche. Vous avez décidé de partir sur la base de l'ISO 27001. Vous allez dérouler tout ce que la norme demande. Et après, vous allez faire ce qu'on appelle du gap analysis. Qu'est-ce qui a été mis en place au sein de l'entreprise? Quel est l'écart avec ce que la norme dit? Et après, vous allez implémenter des mesures pour pouvoir couvrir l'ensemble des mesures à mettre en place. Donc ça, c'est ce que demande la norme. Donc après, vous êtes confortable avec quelle approche? Est-ce que, ou bien, c'est pas ça aussi? Après, je pense que de manière beaucoup plus spécifique, hein, pour les aspects de système de management en local, parce que le point qu'elle aborde, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le manque de conformité, est-ce que c'est généralisé, c'est ça la question? Je pense que c'est plus ça. Okay. Alors, pour avoir fait plusieurs audits sur place, en fait, c'est maintenant que les gens vont vers la conformité, c'est-à-dire tout ce qui est governance, risk and compliance, gouvernance et conformité. C'est maintenant que les gens vont vers ça. Ce qui fait que les précurseurs, c'est le secteur financier du fait de l'obligation de la BCAO et même des exigences européennes parce que ils ont aussi de la mobilité en termes de data. Donc, la BCAO a, dans sa circulaire, c'est la circulaire numéro 4, si je ne me trompe pas, exige, par exemple, en fait, que vous ayez pas forcément un système management, mais que vous implémentez la sécurité de l'information. Ça, c'est le secteur financier. Mais pour les autres, vu qu'il n'y a pas de cadre qui les oblige à avoir des systèmes de management, voilà. Ils le font au sentiment. Libre à chacun. Libre à chacun. Ils le font vraiment au sentiment. Donc, une entreprise qui se lève, qui dit aujourd'hui, je me fais de la conformité, ISO 27000, le fait sous pression. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Maintenant, si ça devient un mécanisme d'obligation, parce que c'est ce qui va arriver très vite pour certains types d'entreprises, donc les infrastructures à importance vitale, une fois, parce que l'État aujourd'hui a justement le mécanisme qu'il faut pour dire que si tu es déterminé comme étant une entreprise à importance vitale dont ton arrêt de fonctionnement implique et a un impact significatif sur la santé du pays, tu dois implémenter un 27000 par exemple. Et tu dois, par exemple, avoir tout ce qui est continuité d'activité. Et là, juste la petite chose, c'est que vous-même, je veux dire nous-mêmes, parce que moi, si je fais de la gouvernance, je l'ai fait pendant longtemps à GE, c'est ça, c'est les petites actions, c'est de les encourager, parce que ça va leur revenir. Est-ce qu'ils seront prêts à ce moment-là? C'est de justement les documenter, parce qu'on est beaucoup dans l'informel. Et la conformité joue un peu le rôle de la police interne. Parce que tu continues à te checker until you're ready, jusqu'à ce que quelqu'un de dehors te dise donne-moi. Donc voilà, donc faut pas minimiser non plus l'impact que ton équipe et toi jouez dans ça. C'est de vraiment les encourager, de ne pas regarder dehors. Parce que quand tu regardes dehors, tu te dis, l'autre ne fait pas, jusqu'à ce que ça vienne chauffer dans tes fesses. Donc, n'attends pas ça. Et puis, faut commencer. Et puis, vous pouvez aller plus loin. C'est-à-dire que vous pouvez coupler ça à la qualité. Donc, c'est ce qu'on appelle le système de management intégré. Donc, comme ça, en fait, les process avec la partie 27000, la partie qualité vont se rejoindre sur la partie procédure. Et comme ça sera un peu plus léger. Parce que quand la personne entend qualité, il aura un argument marketing, en fait, aussi à marketer auprès de son audience. Donc, tu peux juste checker pour voir ce que c'est qu'un système de management intégré. Vous intégrez les deux. Si le périmètre encore est petit, c'est mieux de prendre les deux. Et comme ça, plus le périmètre évolue, après, c'est une question de renforcer. Voilà. Je crois qu'il y avait une autre question au fond. Je sais plus c'était qui. Est-ce qu'elle est satisfaite d'abord? Bali, commissaire générale du club Paris Baby et cofondatrice de l'agence de communication Cordia. Alors, beaucoup de jargon. Quand on n'est pas du domaine, c'est très compliqué en fait de suivre. Et moi, je me posais la question de la démocratisation ou en tout cas de l'accompagnement en fait des PME. Donc, je suis chef d'entreprise d'une PME. Et honnêtement, à part Kaspersky, j'ai rien fait d'autre. Enfin, je fais pas de suivi, je check pas si mes employés ne cliquent pas sur des liens, etc. Alors que c'est hyper important. Dieu merci, j'ai pas de données hyper sensibles en tant qu'agence de com, mais quand même, c'est un risque.
Et je me demandais un peu, parce que vous semblez dire que c'est pas compliqué de lever des fonds, mais pourquoi pas justement trouver des moyens de démocratiser ça. J'ai bien aimé quand Madame Touré a parlé de TikTok. Aujourd'hui, les employés, même monsieur, madame, tout le monde sont connectés. Mais je connais peu d'influenceurs tech qui donnent des tips sur, si vous en connaissez d'ailleurs, je serais ravie d'avoir les noms pour les suivre, sur comment justement suivre son équipe, sur tout ce qui est bonne pratique, etc. Donc est-ce que vous pensez que c'est une réflexion? Travailler peut-être justement avec les agences de com. Donc effectivement, il y a eu des panneaux, les sorciers du numérique. Enfin, j'ai vu ça passer. Mais à part ça, je trouve que c'est vraiment pas assez généralisé. Ça reste vraiment un domaine très limite cybersécurité. C'est comme un gros mot pour moi, ça fait peur. Donc voilà, c'était une petite question contribution. Merci. Je pense que l'action elle est super. Alors je dirais pas, je connais quelques amis qui évoluent, par exemple Cédric Anoma qui en fait de lui-même, hormis son boulot, qui essaie de donner des types. Bon, il n'est pas côté influenceur, je pense qu'il veut pas s'associer à ça parce qu'on a tous des day jobs. Mais j'avoue que c'est là que peut-être sur cette plateforme on va utiliser nos contacts au ministère de la transformation et voilà l'utilisation numérique. C'est justement, je veux dire, c'est ce qu'il faut faire. En vrai, je pense que chacun essaie de le faire de sa place où elle est. On essaie de vulgariser la chose. Sur LinkedIn, il y a certaines personnes qui essaient d'adresser. Mais j'avoue que surtout pour les PME qui sont un peu plus petites, qui n'ont pas nécessairement l'envergure, thanks God, elle n'a pas de données, mais d'autres qui ont des données un peu plus critiques, ce serait bien d'avoir une plateforme qui est assez accessible à tout le monde. Donc, je pense que c'est plus un point. Moi, je pense pas que j'ai une contribution. C'est plus que c'est vraiment un déclic, quelque chose qu'on pourrait utiliser nos contacts pour pouvoir faire pousser. Alors, c'est drôle parce que j'avais fait une capsule. J'avais fait des lots de capsules que j'ai jamais publiées. Voilà. Le déclic est né. Alors. Voilà, il y a les bisous même qui veulent pas être influenceurs, là. Et voilà. Le pire, c'est que, comme j'ai dit, j'ai fait des capsules, j'ai jamais publié parce que, à un moment donné, quand il arrive le montage, je me dis, mais attends, c'est un travail. Voilà. C'est un travail. La seule vidéo que j'ai fait qui est encore sur mon TikTok, je sais même plus que, c'est un burner, hein, TikTok burner, ça parlait justement de la 27 000. J'avais fait une vidéo où je voulais commencer et tout. Je me suis dit, c'est compliqué, ça prend du temps. Et les influenceurs, c'est un gros travail, hein. C'est un travail. Faut les je sais pas respecter. comment vous faites. Oui, Mais c'est un gros travail. Mais il y a Stéphanie Assis, qui est aussi sur LinkedIn qui en parle. Il y a Confidence Tivley, si tu es vraiment English friendly, qui a un contenu très digeste aussi, qui est Madame Cyber Africa, on la connaît vraiment toutes. À part ça, il y a des petits comptes, bien sûr, mais francophones, ils voient rien. Pas Qui va prendre le temps de parler cyber. Nobody. Oui. But we gonna try. C'est ça. Peut-être, je peux un nom, moi qui me vient en tête, c'est un hacker éthique Sax. Ah oui, un Sax aussi. Sax qui intervient sur ces points-là, qui, je pense qui vulgarise assez bien en fait le monde de la cyber. Mais pour revenir sur le point particulier des PME, en fait, il y a une idée reçue. Sur le monde de la cyber, quand on pense des entreprises telles que Kaspersky, on va penser grand compte tout de suite. Donc, on va penser grande entreprise. Mais il y a des solutions, en fait, qui sont adaptées aux PME sur des 2, 3 postes, 10 postes. Et en fait, le problème que vous rencontrez, c'est que et ça fait partie aussi des points que je voulais évoquer, c'est que vous vous retrouvez, en fait, le réflexe va être, si vous êtes une petite boîte, d'acheter ce qu'on appelle, nous, en interne, des boîtes. Donc, vous allez acheter des solutions qui sont destinées à des particuliers, mais qui, en fait, ne vous permettent pas de suivre ce qui se passe sur les postes de vos collaborateurs, alors qu'il existe des solutions B2B qui sont calibrées pour les PME et qui vous permettent de faire ce suivi. Là, vous pouvez faire tout ce dont on a parlé. Donc, vous pouvez vérifier ce qui se passe sur les postes de vos collaborateurs. Vous pouvez mettre en place des programmes de sensibilisation, suivre si vos collaborateurs les suivent ou non. Donc, vous êtes, il y a des solutions qui sont adaptées pour les PME. Alors, oui, il faut les connaître, mais il faut savoir que ça existe et que ça vous permet de faire ce travail-là comme une entreprise, une grande boîte pourrait vraiment le faire. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Les sponsors, faut favoriser le prix pour. Ouais, c'est ça, mais en fait, il y a aussi des cabinets, justement sur la question des PME, il y a beaucoup de cabinets qui peuvent accompagner les PME. En fait, le problème des PME, c'est qu'elles voient le volet, c'est beaucoup d'argent. Or, il y a des solutions vraiment, il y a des solutions adaptées à tous les budgets. Parce que vous n'avez pas les mêmes besoins et les mêmes enjeux qu'une multinationale. Une multinationale, par exemple, c'est plusieurs sites, etc.
c'est des postes de milliers de postes à gérer. C'est des DSI incroyables. Souvent, même tu es là, tu te demandes comment ils font. Mais je veux dire, il y a des solutions adaptées à tout le monde. C'est pour ça que Gladys l'a encore dit. La cybersécurité, c'est une affaire de tous. C'est parce qu'on est petit, qu'on n'est pas exposé. Souvent, même, en fait, l'attaque est beaucoup plus sévère quand on est petit plutôt que quand on est une grande entreprise. Donc, vraiment, il y a des solutions adaptées. Enfin, ça, parce qu'on se dit fait aussi pour les petites entreprises. Il y a les grands comptes, il y a les petits comptes. Donc, en tout cas, on est disponible. Et la seule chose à noter, c'est que souvent, les solutions peuvent être payées par mois. Je pense qu'on pense que c'est dans le coût. Souvent, c'est des subscriptions que tu payes $5 le mois, on va dire l'équivalent de 2510 000. Bref, j'essaie de traduire. Mais c'est vraiment ça. Donc, c'est pas de penser long terme en coût qu'il faut combler dès le début. C'est peut-être des monthly ou chaque trimestre à payer. Donc, c'est vraiment à considérer de voir ce qui serait adapté pour votre business. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, vas-y. Moi, ma question, bon, elle se situe à deux volets. Elle a deux volets. J'aimerais que vous vous prononciez sur l'arrivée de l'ANSSI en Côte d'Ivoire. Tout dernièrement, on nous a annoncé que l'ANSSI est arrivé en Côte d'Ivoire, mais selon vous, de façon objective, est-ce que vous pensez que d'ici 5 ans, l'ANSSI pourra influencer les organisations de la Côte d'Ivoire à adopter la culture cyber en le sein? Ça, c'est le premier volet de ma question. Le deuxième volet de ma question, c'est quelles sont les actions que vous aimeriez que l'ANSSI puisse poser pour que la sécurité soit vraiment l'affaire de tous? Merci. Madame le public. Je te laisse ça. Alors, si elle peut rapidement me reposer la question pour que je puisse répondre de plus exactement. Ils viennent d'arriver. Est-ce qu'on pense objectivement qu'ils pourront performer en termes de pipeline d'ici 5 ans? Et quelles sont les actions qu'on aimerait qu'ils mettent en place pour vous faire suivre? Pourquoi c'est à moi, en fait? Moi, je suis le public. Moi, je suis déjà... Oui, vas-y. L'agence vient de naître. Il faut toujours prendre les choses du bon côté. Et moi, déjà, si je me projette avec de belles réalisations, je me projette avec un fort impact. Après, il y a les décisions qui vont émaner de cette agence-là. Il faudrait que nous, à notre niveau, on puisse pouvoir les appliquer. Donc, ce n'est pas une affaire, comme je l'ai dit, comme au défunt, la cybersécurité, ce n'est pas une affaire de l'État, ce n'est pas une affaire de l'ANSSI, même si c'est elle qui est chargée de renforcer la sécurité au niveau national. Mais il faudrait que nous, à notre niveau, on puisse s'impliquer de telle sorte que d'ici 5 ans, l'objectif tant attendu puisse être atteint, quoi. Alors moi, pour compléter, l'ANSSI aujourd'hui, pour moi, devait sortir il y a bien longtemps. En tant que professionnel du secteur, pour moi, ça devait sortir il y a bien longtemps. Je pense que c'est juste une question de déploiement. L'ANSSI aujourd'hui a plusieurs missions en son sein. Ces missions sont tout d'abord en fait de s'assurer que la régulation sur les questions de cybersécurité est appliquée, donc l'observatoire, en tant qu'observatoire, s'assurer en fait de l'adéquation de la stratégie nationale de cybersécurité et de la réalité du terrain en termes que c'est appliqué. Ensuite, s'assurer en fait que le client, enfin, quand je dis client final, l'utilisateur final, nous qui sommes au quotidien, soyons conscients de ce que l'appareil cybersécurité implique. Donc, on est informé de comment nos données sont traitées par peu importe l'entité, que nous soyons conscients de comment on utilise Internet aujourd'hui, parce que c'est pour ça qu'il y a plusieurs départements, et avoir aussi la vision du gouvernement en fait sur, comme je le disais, modéliser la société à un certain niveau. Les personnes qui constituent l'ANSSI aujourd'hui sont des personnes en fait qui ont fait leurs preuves, c'est-à-dire qui ont un background, qui ont, on va dire, travaillé à construire déjà ce modèle de société, à le penser. Donc, elles viendront implémenter cela. Et ce serait peut-être prétentieux d'attendre 5 ans. Pour moi, mais je leur accorderais 10 ans. Parce que 5 ans déjà, il faut déjà faire sortir une entité. Il faut qu'elle commence à fonctionner. Donc, il y a bien sûr son lot c'est l'administratif après. Il y aura bien sûr son lot d'administration, etc. Mais je pense que vraiment, il y aura de très belles réalisations à très court terme.
C'est-à-dire même peut-être l'année prochaine, on entendra des choses. Mais l'ANSSI a fonctionné avant d'être ANSSI, en fait. C'est ce que les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que ce soit la PLCC, le CICERT, etc., l'ANSSI fonctionnait. C'est juste que il n'y avait pas l'appellation ANSSI. Donc, en fait, les réalisations sont déjà là. Maintenant, vu que c'est un nouveau nom, un nouveau branding, on va dire ça comme ça, c'est là où on va se dire, en fait, on se projette sur une entité. Mais l'entité a déjà commencé à fonctionner, l'entité a ses preuves. Parce que la preuve en est, c'est que quand nous, on veut des chiffres, on se tourne vers la PLCC pour avoir certains chiffres. Donc, ils performent déjà. Donc, il faut juste leur donner le temps de, on va dire, assembler tout ce qui doit être assemblé. Et il y aura beaucoup de projets, je l'espère en tout cas, beaucoup de projets. Et il y aura un vent de changement qui a déjà commencé à souffler, mais qui va souffler un peu plus fort encore. Donc, vraiment, moi, j'ai aucun doute sur ce qu'ils vont accomplir. Bien au contraire, j'espère que les gens sont prêts en face, parce que la PLCC va venir 2 fois plus forte. Mais je pense que la seule chose que je veux ajouter, c'est en termes d'écouter et puis adapter. Moi, ça sera clé pour moi parce qu'on est dans une phase qui est beaucoup changeante et tournante et puis ça va vite. Donc, il peut y avoir une feuille de route, mais dans 2 ans, nos réalités sont un peu différentes. Donc, pour moi, la seule action pour répondre à votre le deuxième volet, c'est que ce que j'aimerais qu'ils fassent, c'est que justement, il y a un quorum où, par exemple, à travers la CAF où ils écoutent les acteurs, entreprises, régulateurs, sociétés, cybersécurité, bref, toutes ces entités-là pour dire, OK, on fait le point, que ce soit chaque 2 ans, chaque année, où on en est, est-ce qu'on est vraiment sur la voie qu'on devait suivre, où on ajuste et où on recalibre. Pour moi, ça serait qui de juste, au lieu de juste déployer une feuille de route, voilà, qui était juste marquée sur papier, mais dans 10 ans où on est aujourd'hui, les réalités seront différentes. Donc, peut-être, moi, je pense que c'est la seule perception. Et s'ils le font pas, peut-être que nous, de forcer un peu ça, ce check-in avec eux, de créer cette plateforme-là pour pouvoir justement faire bouger les choses, mais dans le bon sens. Sinon, on va revenir à Ground Zero. Non, on va pas revenir à Ground Zero. Non, let's try. Ok. Bah, merci pour les questions. Du coup, pour moi, on touche vraiment la fin du talk show. Donc, merci d'être venu, d'avoir interagi. J'espère que ce format vous a plu. Voilà. Alors, moi, j'ai un grand merci aux Africaines, à Abidjanaises Intech, à toute l'équipe. Merci, je me dis qu'il y a plein de leaders sur le marché, mais de nous donner l'opportunité d'échanger, de networker avec vous, de comprendre et de partager notre expertise et expérience. Et merci aux dames qui sont assises là, de belles personnes avec qui on va collaborer. Et merci pour l'opportunité de réseautage. Merci. Merci. Merci.